On commence cette édition avec les interviews de l'IA et ses acteurs qui font l'actu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai le grand plaisir de recevoir Idriss Kouader. Bonjour Idriss. Bonjour. Vous êtes le CEO de Meteoria. Donc, je précise que vous êtes expert en GEO, c'est-à-dire Generative Engine Optimization. Autrement dit, c'est le SEO, le référencement, mais à l'ère de l'intelligence artificielle. J'espère que vous allez donner des astuces à tout le monde pour savoir comment on peut continuer à remonter dans les résultats, y compris des LLM. Avec nous également Jean-Marc de Féty. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Vous Delphine. êtes le président de Concorde AI. Alors vous avez conçu un scénario avec un avatar d'un client, d'une banque, qui va comme ça challenger le conseiller bancaire. Vous allez nous expliquer à quoi ça sert et comment on s'exerce finalement à répondre à des questions qui sont peut-être de plus en plus compliquées. Tout à fait. Mais on commence avec vous, Loïc Bachelard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'entité expérience et satisfaction client chez Microsoft. Microsoft a publié une étude sur l'usage de l'IA en entreprise. Et donc, ça m'intéressait de savoir un petit peu où on en est de cette adoption de l'intelligence artificielle et en particulier dans les entreprises françaises. Bonjour, donc merci de me recevoir. Aujourd'hui sur l'adoption, effectivement, on a fait une enquête avec YouGov en janvier et on s'est attaché à regarder plus précisément pour les cadres. Donc l'échantillon couvre 300 cadres dirigeants, membres de COMEX, membres de CODIR, et 300 cadres non dirigeants, donc des managers, des travailleurs de l'information, comme on les appelle, et pour mieux comprendre, mieux cerner en fait leurs usages. Ce que révèle cette enquête, c'est un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'on est bien placé, la France est bien placée dans cette ère de l'IA et dans l'adoption spécifiquement, puisque c'est une technologie qui est très prometteuse. La question, c'est comment on l'utilise, comment est-ce qu'on la met en œuvre. Est-ce qu'on utilise l'IA vraiment à titre professionnel Alors justement, il y a pas mal de questions là-dessus, je vais y revenir. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que si on prend les 4 dirigeants, 80% d'entre eux utilisent ces outils d'intelligence artificielle au moins une fois par semaine. Et donc ça, c'est un usage qui est très élevé, qui est d'ailleurs plus élevé que celui des cadres non dirigeants. Et donc ça, c'est très prometteur, c'est un atout pour la France, pour nos entreprises, pour nos organisations. La deuxième chose, c'est que cette transformation IA, c'est une transformation, c'est un projet d'entreprise. Donc il doit être lancé, mené, initié par les dirigeants. Et donc, ce que révèle aussi cette enquête, c'est que 60% d'entre eux ont intégré l'IA dans leurs objectifs stratégiques. Et donc ça aussi, c'est un atout dans la transformation à venir. J'attends le mais. Alors, il n'y a pas vraiment de mais. Je vais donner quand même un troisième atout avant d'aller sur les choses et sur la façon dont ça se déploie. Soyons positifs. C'est que le dernier point dans les atouts pour la France, c'est que quand on regarde la diffusion de l'IA, cette fois-ci globalement, pas uniquement les cadres, on a fait une enquête sur le deuxième semestre 2025 qui révèle que la France est 5e mondiale en termes d'adoption de l'IA, avec 44% de la population en âge de travailler qui a utilisé ces outils, qui les a déjà utilisés au moins une fois. Donc tout ça nous donne un cadre où en fait on a ce terreau fertile pour pouvoir ensuite aller faire de la transformation. Aujourd'hui, l'IA, c'est plus une promesse, c'est vraiment entrer dans le quotidien des organisations, c'est ce que révèle un petit peu cette enquête. Là où on doit être vigilant sur la suite, c'est quand même, on a 71% des cadres qui n'ont pas été formés par leur entreprise sur ces outils d'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'en fait, vous dites il y a un taux d'adoption, mais ce n'est pas encore forcément lié à une transformation dans l'entreprise, c'est ça ? Exactement, c'est ce qu'on voit, ce qui est très clair dans cette enquête, dans les autres enquêtes. L'usage aujourd'hui est là, c'est-à-dire que les gens savent utiliser cet outil, ils sont conscients de ce que ça peut apporter. La question, c'est comment on en fait de la valeur dans les entreprises. Donc, l'adoption est là, l'enjeu c'est d'en faire une valeur pour les métiers, une valeur pour l'organisation qui soit tangible. Et donc là, la première étape, c'est l'acculturation. Ça, aujourd'hui, on y est, puisque les gens utilisent. Et ensuite, on a besoin d'aller sur les vraies problématiques métiers. C'est-à-dire que l'utiliser en se disant « Ah bah tiens, ça c'est waouh, je vais pouvoir faire telle ou telle chose avec, je vais montrer à mes collègues, je vais faire une démo. » On aime bien montrer quand même qu'on sait mieux faire que les autres. Ça, c'est pas ce qui apporte forcément le plus de valeur à l'entreprise. Et donc, pour y arriver, il y a un vrai besoin donc, de formation. Il y a un besoin de partir des vrais enjeux de l'entreprise, les objectifs stratégiques, des indicateurs métiers qu'on veut améliorer, des processus d'entreprise qu'on veut optimiser.
de partir d'une vraie problématique et d'utiliser, comme on l'a toujours fait avec la tech, d'utiliser la tech pour solutionner ce problème. Et aujourd'hui, l'IA est un outil fantastique. D'ailleurs, je pense que vous en parlerez aussi, Idriss et Jean-Marc. Ici, vous n'avez été convaincus, je pense. Exactement. Donc, c'est un outil fantastique. Il faut l'appliquer à des vraies problématiques et pas le voir, pas faire de l'IA pour faire de l'IA. Vous avez le même sentiment sur l'adoption de l'IA en entreprise, mais pas forcément à titre professionnel pour une transformation des métiers. C'est aussi ce que vous percevez, Idriss? Nous, en tout cas, en start-up, on l'utilise beaucoup. Pour dans n'importe quel type de thématique, pour créer des contenus marketing, pour résoudre des problèmes. Ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Donc pas juste pour faire rigoler les voisins, quoi. Non, on l'utilise aussi beaucoup pour coder, pour développer. Maintenant, avec l'IA et un seul développeur, on peut faire le travail de 10 développeurs il y a 5 ans. Un bon développeur quand même, parce qu'il faut quand même vérifier tout ce qu'il y a derrière. Un bon développeur, c'est ça. Aussi, nous utilisons l'IA puisque les outils de développement permettent effectivement d'aller beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus consistante que dans le passé. Tout à fait. Bon, mais là, c'est vrai qu'on est peut-être un peu biaisé. On est avec vraiment des experts de l'IA, donc en plein dans ces sujets de transformation. Mais comment est-ce que vous expliquez que justement, on constate cette adoption et donc il n'y a pas de crainte à embrasser l'intelligence artificielle visiblement, mais pourtant, c'est pas accompagné, c'est pas suivi d'une vraie transformation métier. Pourquoi ? Alors, ce qu'on voit très concrètement sur le terrain, puisqu'en fait, le rôle de mon entité chez Microsoft France, c'est d'emmener nos clients sur cette trajectoire de succès, et donc de le faire aujourd'hui avec l'IA. Ce qu'on voit concrètement dans les démarches d'accompagnement, c'est que c'est un projet d'entreprise, ça doit venir avec une mission claire de dire mon organisation va se transformer avec l'IA et les dirigeants impulsent cette démarche. Et à partir de là, on peut l'appliquer à ces vraies problématiques. On voit 3 étapes. Vous nous dites, les dirigeants, ils sont OK, ils sont prêts à mettre l'IA dans leur stratégie. Et donc, c'est justement dans les étapes dans lesquelles on fait le déploiement où on passe de l'IA comme assistant, c'est ce que vivent la plupart des gens et des entreprises aujourd'hui, à l'humain qui pilote des agents spécialisés et qui vont avoir une capacité à réaliser certaines tâches et qui intègrent quelque part l'équipe et le groupe de collaboration. Et à une 3e étape qui est ce qu'on appelle, nous, les entreprises pionnières, et c'est ce qu'on vit dans le monde du développement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est capable de déléguer des tâches complexes à des agents qui vont orchestrer un certain nombre de tâches. Pour arriver à cette étape-là, la formation, donner les bons outils, est essentielle. Donc, le dispositif d'accompagnement est clé. Donc, tout repose sur l'adoption. Et c'est quoi le frein ? Enfin, le frein, je ne sais pas, peut-être le défi à relever, c'est que comme ça semble facile à utiliser, on ne met pas forcément en place la formation ? Je pense qu'il y a On vit en fait depuis... ça fait 25 ans que je suis dans la tech et que je suis dans les projets autour de la tech. Il y a une difficulté à intégrer qu'on n'achète pas uniquement une technologie et on a le résultat. On achète une technologie, on met en place un dispositif de déploiement et d'adoption et là, on a le résultat. Et on est toujours un petit peu dans cette difficulté. Donc, il y a l'acquisition des outils. On oublie souvent cette partie dispositif d'adoption qui intègre de la formation, mais qui intègre aussi des dispositifs d'idéation, de brainstorming, de mise en œuvre derrière pour arriver à ce résultat et pour arriver à identifier les problèmes et arriver à des vraies solutions. Et puis même d'accompagnement, une fois que c'est mis en place dans les métiers, comme je disais pour le code, il faut quand même avoir des bons codeurs pour confier aux IA la programmation. Donc c'est tout un processus en fait à mettre en place. C'est un processus à mettre en place. C'est pas des usines à gaz. Ça reste des choses qui sont très simples, mais c'est simplement bien avoir ces 2 éléments en tête, la technologie, le dispositif d'adoption. Alors, Idriss Kouader, je rappelle que vous êtes le CEO de Meteoria, donc un outil français de GEO, donc Generative Engine Optimization, qui permet donc aux marques d'optimiser finalement leur visibilité dans les réponses des grands modèles de langage, enfin des chatbots surtout, qui eux font appel aux grands modèles de langage. Expliquez-nous quels sont les véritables enjeux, qu'est-ce que ça change par rapport au SEO, donc au référencement qu'on savait désormais plutôt bien valorisé dans les moteurs de recherche. C'est ça. Et déjà, si on monte un peu plus haut niveau, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pendant à peu près 2 décennies, on a été habitué à des moteurs de recherche comme Google, où l'idée, c'est que quand on a une problématique, on va taper un mot-clé dans ces moteurs-là. Google va nous renvoyer une liste de sites web qui peuvent résoudre ces problématiques-là. Nous, on va aller visiter chacun des sites web jusqu'à temps de trouver notre réponse. Et là, il y a un switch qui est en train de... Quand vous racontez ça, mais j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Là. Non, mais ça semble vieux déjà aujourd'hui. Oui. Ouais. Les choses évoluent tellement vite. Mais bon, en tout cas, on a été habitué à ça. Alors, moi qui suis
pas très vieux quand j'étais jeune, donc c'est comme ça que ça se passait. Ouais. Et en fait, il y a une transformation qui est en train de se faire, à la fois parce qu'il y a des nouveaux acteurs comme ChatGPT, Perplexity, Mistral qui sont apparus et qui facilitent en fait la recherche d'informations. Où l'idée, c'est que maintenant, c'est des IA qui vont faire un peu cette étude de marché pour nous et directement nous donner une réponse. Et alors, les mots-clés, ils sont quand même utiles. Ils vont être utiles. Ils vont être utiles parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous posez une question à ChatGPT, une question qui est commerciale, par exemple, il va pas avoir une base de données dans laquelle il peut puiser en direct. Il n'a pas d'index, il n'a pas fait ce travail d'indexation comme Google. Donc, il est obligé d'aller chercher des informations sur le web. Et donc, c'est ça qui est un peu paradoxal. En fait, ChatGPT, quand vous lui posez une question, il va faire des recherches sur Google pour trouver la réponse. Donc, en fait, il va décomposer la question que l'interlocuteur, du coup, l'internaute va lui poser, donc qu'on appelle le prompt. Il décompose ça en query fan-out. Donc, c'est des mots-clés qu'il va taper dans Google. Il va récupérer une vingtaine de pages qui sont référencées sur Google sur ces mots-clés. Il va lire le contenu de ces pages. Et en fonction du contenu de ces pages, il va générer la réponse. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait pour faire en sorte que les marques apparaissent dans les réponses des IA génératives. C'est leur expliquer où les LLM vont chercher les informations sur le web pour qu'ensuite ces marques puissent apparaître dans ces sources-là pour influencer les réponses. Mais est-ce que ça change quelque chose finalement? Parce que c'est juste le chatbot qui va faire le travail à ma place, mais il va récupérer les mêmes mots-clés. Enfin, les mêmes sites vont monter avec les mêmes mots-clés, j'imagine. Non, pas forcément. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que, par exemple, si vous demandez à ChatGPT, je sais pas, j'ai envie d'acheter une raquette de tennis, les mots-clés qu'il va taper dans Google, ça va pas être forcément les mots-clés qu'un humain aurait tapé. Ça va pas être raquette de tennis. Peut-être qu'il va taper raquette tennis à vie. Il va taper, en fait, il a un algorithme qui lui permet de générer ces mots-clés, mais pas de la même manière qu'un humain les générerait. Donc, c'est pas les mêmes recherches. Et ensuite, une grande différence, c'est qu'une fois qu'il aura tapé ces mots-clés, il va récupérer peut-être, je sais pas moi, une cinquantaine de sources. Et parmi ces sources-là, il va devoir décider lesquelles il va visiter. Et là, il y a encore un algorithme de choix qui n'est pas celui qu'un humain ferait lui-même s'il faisait un benchmark sur Google. Et donc, le but, en fait, de Metoria, c'est de décortiquer cette analyse pour montrer aux marques, en fait, comment ChatGPT fait pour choisir ses sources, quels sont les mots-clés qu'il va taper, pour ensuite optimiser. Mais Idriss, comment pouvez-vous le savoir? On le sait parce que c'est des données Parce que c'était déjà quand même le SEO, c'était déjà une science en mouvement, en changement perpétuel. J'imagine c'est encore plus complexe avec les chatbots, non? C'est des données en fait qui sont publiques. Si vous faites le test ce soir, par exemple, vous allez sur ChatGPT, vous lui posez une question, vous allez voir qu'il va écrire recherche sur le web parce qu'il va rechercher des informations, et vous allez voir un peu le mot-clé qu'il va rechercher. Il apparaît très rapidement, donc nous, on est capable de le récupérer. D'accord. Et ensuite, si vous allez consulter la réponse de l'IA, en bas de la réponse, il y a écrit source. C'est les sources en fait qui lui ont permis de générer la réponse. Si vous cliquez dessus, vous allez voir la vingtaine de sources. Et donc, vu que vous le voyez, nous, on est aussi capable de le récupérer. Et chaque chatbot n'apporte pas la même réponse à la question. Contrairement justement au moteur de recherche, où là, quand je fais ma requête... Enfin, cela dit, c'est personnalisé aussi, en fonction de mes surfs. C'est ça. On a fait des études où on s'est amusé en fait, à envoyer, par exemple, le même prompt à ChatGPT et à Perplexity. Et on a remarqué qu'il n'y a que 6% des sources qui sont communes entre... C'est très peu. C'est ça. C'est surprenant. C'est très peu, donc ça explique aussi pourquoi les réponses ne sont pas les mêmes. Parce qu'en fait, les logiques de recherche sur le web de ces deux LLM ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça met les marques en mode panique, ça? Il y a ce qu'on appelle un FOMO, un Fear of Missing Out de la part des marques. Nous, on se fait beaucoup contacter, surtout par des grandes entreprises qui ont peur un peu de rater le coche. Donc, côté business, forcément, ça va nous aider. Mais après, il y a quand même un peu, je trouve, une décorrélation entre cette panique et l'impact que ça a. Alors, c'est sûr que d'ici quelques années, je pense que le web tel qu'on le conçoit, enfin plutôt les moteurs de recherche, vont se transformer. Google lui-même est en train de transformer tout ça. On ne l'a pas encore en France, mais dans le reste du monde, quand on tape un mot-clé sur Google, maintenant on a un résumé IA qui apparaît. Et donc progressivement, ils vont transformer leur interface et ça va ressembler de plus en plus à un ChatGPT. Donc ça va être important pour les marques d'apparaître dedans. Aujourd'hui, ça le devient, mais ça ne l'est pas encore, je pense, à son plein potentiel. Je pose la question, est-ce que vous êtes en mode panique là, sur la transformation du SEO?
Bon, Microsoft, ça va, est bien référencé, je pense. Non, mais pour nos clients, alors moi, je suis plus dans l'accompagnement des clients. Et effectivement, c'est des discussions que les clients ont. Et aujourd'hui, on en parlait un petit peu avant, aujourd'hui, c'est un sujet qui est encore, qui utilise, les moteurs utilisent, les LLM utilisent les sources qui sont sur le web. Demain, avec la capacité des agents à discuter entre eux, ça va très vraisemblablement se transformer. Je pense que vous en parlerez certainement mieux, Idriss. Et puis, alors avant, on allait chercher en page 2, éventuellement en page 3. Là, ça peut être aussi une opportunité pour certaines marques qui étaient en page 25, que personne n'allait consulter, de remonter aussi. Exactement, c'est ça. Alors, je ne pense pas que ça ira jusqu'à page 25, mais c'est vrai que quand ChatGPT va faire une recherche sur Google, il va pas s'arrêter au top 10. Parce que nous, on affine notre question aussi, voilà, avec des choses un peu plus précises, peut-être que dans un moteur de recherche. C'est ça, effectivement. On se rend compte de ça. Donc, pour les marques, ça devient une opportunité. Et après, il y a aussi un autre enjeu qu'on appelle un peu le global search. Ça va être d'apparaître partout sur le web, partout où les gens font des recherches. ChatGPT, par exemple, la première source de données qu'il utilise pour répondre aux questions des internautes, c'est Reddit. Et les marques en France ne sont pas encore très bien positionnées sur Reddit, donc ça devient un enjeu d'apparaître sur Reddit. Sa deuxième source de données, ça va être LinkedIn, donc il va falloir aussi apparaître sur LinkedIn. Il n'y a pas que son contenu qu'il faut travailler. Il faut tout revoir, ok. Jean-Marc Defetti, vous êtes le président de Concorde AI, donc ça fait partie peut-être de vos préoccupations, mais vous vous intéressez plus à un autre stress, c'est celui des conseillers, de tous ceux qui répondent au téléphone, dans le domaine de la banque, de l'assurance, à des clients qui posent peut-être des questions de plus en plus compliquées. Alors vous avez l'idée de créer un scénario avec un avatar en fait qui joue les clients un peu compliqués, non ? Tout à fait. Alors, pour entraîner le conseiller bancaire sur des questions du type tiens, quel est l'impact du cours du pétrole sur mes comptes en banque. Tout à fait. Aujourd'hui, les cours du pétrole sont à la hausse. Oui. Et donc, vous allez certainement avoir certains clients qui sont astucieux et qui vont aller rencontrer leur conseiller bancaire pour leur dire comment puis-je en tirer parti. Oui. Et donc, nous, notre métier, c'est de concevoir des mises en situation avec des avatars intelligents, en mettant en face des conseillers bancaires ces avatars pour les entraîner face à des situations précises. Donc ça c'est permet, de la formation. C'est de la montée en compétences. Donc ça permet de monter en compétences sur les soft skills, mais également sur les compétences techniques. Donc dans le cas que vous signalez, le conseiller bancaire doit répondre à des questions techniques sur des produits financiers qui permettent de tirer parti de la hausse du pétrole. Si vous me permettez d'aller plus loin, notre vision... Oui. est très simple. Les futures interfaces homme-machine seront gérées par des avatars intelligents. Voilà. Quand vous vous connecterez à votre montre connectée, à votre ordinateur, à votre smartphone, un jour, vous aurez des avatars intelligents qui vous diront « Bonjour maître, bonjour madame, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» et géreront tout pour vous. Donc voilà notre forte conviction. Et la solution dans laquelle vous pouvez pratiquer les mises en situation dont je vous ai parlé est totalement gérée chez nous par un avatar coach qu'on a appelé Oscar, qui gère toute la relation entre l'application, le logiciel, et l'utilisateur qui est un conseiller bancaire, un agent général d'assurance, par exemple. Donc pour lui, c'est un moyen de s'entraîner Tout à fait. Pour savoir bien répondre aux questions potentielles de ses clients. Mais il y a un stress, non, de répondre à un avatar. Comment ça se crée cette relation avec un avatar entre il y a moins de un formateur informé. A priori, il y a moins de stress parce que les mises en situation existent en présentiel aujourd'hui dans les banques et les compagnies d'assurance en particulier. En revanche, là, il y a un stress parce que vous êtes observé par tout un groupe quand vous jouez le rôle du client ou du conseiller. Or là, vous êtes face à un avatar qui va vous donner un feedback à la fin en fait de votre mise en situation, mais il ne va pas vous observer comme des collègues, par exemple, avec qui on se sent mal à l'aise. Et donc, au contraire, le stress est réduit par rapport aux situations classiques dans ces mises en situation avec des avatars. Et on passe par l'avatar parce qu'on a quand même besoin de croire à la personne qu'on a en face de nous pour s'entraîner. On s'entraîne sans prise de risque. Voilà. Ouais. Donc, oui, on a besoin, d'une image, d'un vrai humain. Ah bah oui, parce que ça permet effectivement de se mettre dans un contexte très réaliste, tout à fait. Alors, les banques et les compagnies d'assurance... Alors oui, pourquoi en particulier vous travaillez ce sujet avec les banques et les compagnies d'assurance? C'est ce que j'allais vous dire, Delphine. Oui. Donc, les banques et les compagnies d'assurance ont aujourd'hui un grand challenge devant elles. Les acteurs digitaux néobanques et néo-assureurs sont en très forte montée en puissance et prennent de très importantes parts de marché.
en particulier en jouant sur la facilité C'est vrai, d'accès à les des opérations applications. classiques, etc. Donc les banques de détail, les banques de réseau, les assureurs qui ont des réseaux de commerciaux aujourd'hui sont sous pression et ont besoin de faire monter en compétence leurs conseillers bancaires, leurs commerciaux dans le domaine de l'assurance, pour se différencier de ces acteurs digitaux néobanques et néo-assureurs. Donc on arrive pile poil sur un enjeu stratégique qui concerne toute la profession C'est très banque et intéressant assurance. parce qu'on dit que l'IA va nous challenger sur les emplois, mais qu'en fait ça va nous obliger justement à montrer de nouvelles compétences, à apporter de la vraie valeur ajoutée humaine. Quoi. Alors vous me précédez encore parce que j'allais vous dire que notre solution ne vise pas à utiliser l'IA pour détruire des emplois. Ouais, oui. Au contraire, Ouais, j'ai bien compris. la façon dont nous utilisons l'IA cherche à faire monter en compétence les emplois existants plutôt qu'à les détruire. Ouais. Vous n'allez pas trouver beaucoup d'acteurs dans le domaine tech et IA aujourd'hui qui a cette vocation, entre guillemets, humaniste d'aider à la sauvegarde des emplois. Ah bah alors on va vous remercier. Mais non, mais c'est vraiment ça, c'est de montrer en fait que quand on va appeler un humain demain, ça va être pour gérer des choses beaucoup plus complexes. Et donc il faut être à la hauteur, quoi. Absolument, tout à fait. Une réaction là-dessus? Oui. Ouais, juste une Oui. fois, je pense que ce rôle des IA et des LLM en tant que coach, aujourd'hui, il est très présent en fait dans les usages. Et moi, j'ai juste une réaction, c'est par rapport au shadow AI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une solution telle que celle-ci, telle que celle de Concorde AI, qui permet d'avoir un avatar qui est dans la formation avec les produits de l'entreprise, donc qui est très pertinent, qui en plus, comme vous le disiez Jean-Marc, permet de ne pas être jugé, puisque c'est une IA, donc en fait on a moins de freins à l'utiliser, va permettre d'éviter notamment ce shadow AI, qui est l'utilisation d'outils personnels dans le contexte de l'entreprise, avec tous les risques de fuite de données, etc. On a des chiffres qui sont quand même assez édifiants sur le sujet, toujours cette étude. 71% des cadres déclarent avoir utilisé au moins une fois par semaine un outil personnel dans le cadre professionnel et 38% une fois par jour. Donc je pense que ça va complètement dans le bon sens. Donc il faut leur mettre les de bons la pertinence outils et de donner les bons outils entre les mains. Dommage que Microsoft ne soit pas une banque, parce qu'il semble que Microsoft achète déjà Concorde AI. Vous savez, ils ont plusieurs activités. Merci beaucoup à tous les trois. Idriss Kouader, je rappelle que vous êtes le patron de Météoria, Jean-Marc Defetti de Concorde AI et Loïc Bachelard, directeur de la satisfaction client chez Microsoft. Nous, à suivre, on va s'intéresser au règlement sur l'intelligence artificielle.